À la fin d'une terrible guerre, en plein chaos, le plus gros avion du monde s'envole avec plusieurs orphelins à son bord pour les emmener en lieu sûr. Advancing throttles now. Time. Go. Il fallait échapper à la portée des missiles. À peine quelques minutes après le décollage, Il y a eu une violente explosion, une forte détonation. le pilote perd la maîtrise de l'avion, J'allais toujours de plus en plus vite. qui pique du nez. Prepare for emergency landing! Mom, get down! Ensuite, le calme plat. Vietnam du Sud, avril 1975. Après plus de 10 ans de combats incessants, la défaite semble assurée pour les États-Unis. La fin de la guerre est imminente. L'ennemi cerne la capitale. Le 4 avril, à la base militaire de Saigon, la capitale du Vietnam du Sud, on procède à un chargement inhabituel dans un énorme C-5A Galaxy. Il s'agit d'un des plus gros avions qui existent. Le C-5A est d'abord et avant tout un avion cargo. Sa soute est suffisamment large pour transporter des chars d'assaut et suffisamment haute pour y entrer des autobus. Au-dessus de la soute se trouve un certain nombre de sièges. La zone passager et la soute sont toutes deux mises à contribution aujourd'hui. Des dizaines d'orphelins vietnamiens montent à bord pour être conduits en lieu sûr. Il y a des milliers d'orphelins à évacuer avant que les troupes nord-vietnamiennes n'envahissent Saigon. Barb Adams travaille pour l'ambassade américaine. Elle est à bord de l'avion avec sa fille Linda. Le 4 avril, ma mère est rentrée à la maison en me disant que j'avais 1 heure pour faire une seule valise parce qu'on accompagnait des orphelins aux États-Unis. Quand ma mère et moi sommes arrivés en haut, dans le compartiment des troupes, tous les sièges étaient occupés par des bébés. Le sergent Rhys Nediger est responsable du chargement de l'immense soute de l'avion. C'était une situation délicate. Il y avait un monde fou, avec énormément de journalistes, d'employés des orphelinats, de militaires. C'était la confusion totale, en fait. La veille seulement, le président américain Gerald Ford a annoncé le lancement de cette mission de secours, un effort remarquable appelé Opération Baby Lift. I have directed that C-5A aircraft and other aircraft especially equipped to care for these orphans during the flight be sent to Saigon. I expect these flights to begin within the next 36 to 48 hours. Arnold Isaacs couvre la fin de la guerre pour le Baltimore Sun. Des avions cargo arrivaient à Saigon tous les jours pour acheminer du matériel militaire et ils repartaient vides. On a décidé de transporter des orphelins sur ces avions. Le capitaine Bud Traynor est responsable du premier vol de l'opération Baby Lift.
J'ai reçu un appel du poste de commandement aux États-Unis me demandant combien de passagers je pouvais évacuer de Saigon. Comme il s'agit d'une mission de dernière minute, l'horaire est chamboulé. L'avion a déjà 5 heures de retard et le capitaine Trainer veut décoller au plus vite. Il ordonne que l'on ferme la porte de la soute. Tell me what Doors closed. Loadmaster closed cargo bay doors. Les plus jeunes des 145 enfants sont entassés dans la zone passager de l'avion. Ma mère et moi étions chacune responsables de 3 rangées de sièges, avec environ 4 bébés par rangée. On s'occupait de 12 à 15 bébés pendant le vol. Il fallait les nourrir, les changer, ce genre de choses. Ina? Have a good flight, Ina. « 102 jeunes enfants se trouvent à l'étage inférieur dans la soute. Quelques adultes de l'ambassade américaine veillent sur eux. En sortant du Vietnam, l'avion quitte la zone sécurisée de la base américaine. Advancing throttles now. 15. 20. Time. Go. Gear up. Je me souviens qu'on a dû décoller avec une très forte inclinaison. Comme on n'avait pas de siège, on s'est agenouillé par terre pendant le décollage. L'avion cargo met le cap sur la base aérienne de Clark, aux Philippines, un trajet de 2 heures et demie. De là, les orphelins seront envoyés dans diverses agences d'adoption d'Amérique du Nord et d'Australie. Il fallait s'envoler de Saigon avec une montée très rapide pour échapper à la portée des missiles. Les avions cargo sont des cibles faciles. Ils sont à la fois lents et gros. La menace d'une attaque est réelle. 5 jours plus tôt, les troupes du Vietnam du Nord ont envahi la seconde plus grosse ville du Sud, Da Nang. Les Vietnamiens du Sud ont battu en retraite vers Saigon. La capitale est plongée dans l'anarchie. Des milliers de civils sud-vietnamiens veulent désespérément quitter la ville. Peu après le décollage, tandis que l'avion de l'opération Baby Lift atteint 7000 mètres d'altitude, Quand la décompression rapide s'est produite, une brume s'est propagée dans l'avion et on n'y voyait plus rien. Il y a eu une violente explosion, une seule détonation. What was that? On sentait que l'avion piquait du nez. Les débris volaient partout. il s'agit d'un cas typique de décompression. Il y a une grosse brèche dans le fuselage de l'avion par laquelle l'air s'échappe de l'appareil.
Il y a à peine assez d'oxygène pour respirer à 7000 mètres. Je me suis tourné vers le copilote qui mettait son masque à oxygène et je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse pareil. Les masques à oxygène se sont déployés automatiquement, mais il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde dans l'avion bondé. Sans compter que les masques ne sont pas conçus pour atteindre les bébés. J'ai regardé par le hublot et j'ai vu l'océan. J'ai dit à ma mère, on va s'écraser, n'est-ce pas? À l'arrière de la cabine des passagers, la lieutenant Marcia Wirtz contacte l'équipage. Habituellement, elle voit la soute sous ses pieds. Pilot, this is Wirtz. I'm at the top grade of the troop compartment. I can see the China Sea out the rear of the plane. What? The cargo door is gone. Avec plus de 300 personnes à bord, l'air se raréfie dans l'avion du capitaine Trainer. L'énorme C-5A a été gravement endommagé et il n'y a pas de piste d'atterrissage en vue. Le vol inaugural de l'opération Baby Lift ne quittera pas le Vietnam. Les prochaines minutes seront décisives. Y aura-t-il des survivants? Le taux d'oxygène est dangereusement bas. Contrairement à la cabine des passagers à l'étage supérieur, il y a très peu de masques à oxygène dans la soute. Après cette décompression rapide, ma priorité était d'amener l'avion à une altitude qui permettrait à tous les passagers de respirer, soit 3000 mètres. Taking it back to the airport. J'ai fait un virage à 180 degrés pour mettre le cap sur Saigon. Mais avant d'atteindre Saigon, Sergeant Snedeker. Trainer s'informe de l'étendue des dégâts. L'avion était incliné du côté gauche. Je sentais qu'on piquait du nez. Je suis allé dans le poste de pilotage. Sir! See what's going on. Et le capitaine Trainer m'a dit d'aller voir ce qui se passait dans la soute. Pendant la descente, j'ai fait tourner les moteurs à plein gaz pour atteindre une altitude de 3000 mètres, selon la procédure. J'ai mis les gaz au maximum et j'ai cabré le manche, mais rien ne se passait. J'allais toujours de plus en plus vite. L'avion du capitaine Trainer plonge vers le sol et il n'arrive pas à freiner sa chute. À l'arrière de l'avion, Ray Snedeker descend dans le feu de l'action. Quand je suis arrivé en bas, c'était le chaos dans la soute. Les gens étaient effrayés, bien sûr. Je me suis frayé un chemin en rampant à travers les passagers et le matériel de combat. Et j'ai vu l'immense trou à l'arrière de l'avion. La lumière du jour était éblouissante. Tout à coup, Snedeker aperçoit quelque chose d'encore plus alarmant. Le fluide hydraulique coulait. Les câbles de commande se balançaient à droite et à gauche dans le vent, et ça m'a fait penser à des spaghettis. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Le mécanicien de bord remarque aussi que l'avion perd rapidement son fluide hydraulique. Pilot, we've lost number 1 hydraulic system. We've just lost number 2 hydraulics. Le fluide hydraulique permet à l'équipage de manœuvrer les énormes gouvernes de l'aéronef, soit le gouvernail de direction et la gouverne de profondeur à l'arrière, de même que les ailerons et les volets hypersustentateurs sur les ailes. Il y a 4 circuits hydrauliques distincts dans l'avion. 2 d'entre eux sont complètement vides. Pendant sa descente à 3000 mètres, l'avion va beaucoup trop vite, mais le capitaine n'arrive pas à cabrer l'appareil. J'essayais de redresser les manches pour ralentir l'avion. Je cabrais encore et encore. I'm not getting anything out of the yoke. How about you? Nothing. On était perplexes. Mais qu'est-ce qui ne va pas?
Ramener le manche devrait redresser le nez de l'appareil et ralentir sa course. Si le pilote n'arrive pas à le cabrer au plus vite, il va s'écraser au sol. J'étais inquiet. On poursuivait notre chute, on ne se redressait pas. Dans le ventre de l'avion, Ray Snedeker informe les pilotes de ce qu'il voit. Pilot! Cargo bay! Go ahead. Je lui ai dit qu'une partie de la rampe s'était détachée, que la porte avait disparu et que les conduites hydrauliques et les câbles de commande étaient arrachés. On a compris que la situation était critique. Declare an emergency. Saigon, this is Mac 80218, and we're declaring emergency. We require Immediate return to base. Contrairement aux vols commerciaux, personne ne dit ce qui se passe à l'interphone. Alors, je me suis concentrée sur les enfants. Après s'être débattu avec les commandes de l'avion, les efforts du capitaine Trainer semblent enfin porter fruit. L'avion s'est redressé et on s'est dit « Dieu merci, on va enfin s'en sortir ». Mais aussitôt redressé, l'avion reprend sa montée, le nez vers le ciel. J'ai relâché le manche et rien ne s'est passé. On continue à monter en flèche. Si le capitaine n'arrive pas à gagner de la vitesse, l'avion va bientôt décrocher et descendre en vrille. On montait de plus en plus haut, quasiment à la verticale. En désespoir de cause, il incline une aile afin de baisser le nez de l'avion. On faisait maintenant un plongeon très abrupt. Et je ne pouvais rien faire pour redresser le nez. Ensuite, de façon contre-intuitive, j'ai accéléré. Ce faisant, l'avion a cessé sa chute et s'est mis à remonter encore une fois. Mais cette fois, j'ai stoppé l'ascension à 3000 mètres et j'ai dégauchi. J'avais enfin compris comment manœuvrer cet avion. Trainer ne peut pas maîtriser le tangage de l'avion avec le manche, comme à son habitude. Il doit plutôt réduire et augmenter la vitesse des moteurs en douceur. De cette façon, il réussit à garder l'avion à l'horizontale. J'ai compris que seule la manette des gaz me permettrait de manœuvrer l'avion. L'avion vole maintenant à une altitude de 3000 mètres. Il y a suffisamment d'oxygène pour respirer. 100, it's safe to remove our mask. Gear down, and before landing checklist. J'ai mis le cap directement sur Saigon et j'ai amorcé la descente. J'ai positionné l'avion pour une approche finale de type planeur. Même si Dennis Trainer se rapproche de Saigon, il est encore loin du compte. Dans la soute d'un C-5A en détresse, les passagers craignent le pire. Don't worry. They're taking care of it up in the cockpit. We're gonna be down soon. J'essayais de les réconforter, mais je savais qu'on avait de graves ennuis parce que l'avion piquait encore du nez. Le capitaine Bud Trainer a réussi à faire voler son avion à 1200 mètres d'altitude. L'aéroport se trouve à 11 km. Il tourne pour s'aligner avec la piste d'atterrissage quand l'avion le surprend une fois de plus. Dans le dernier virage, pour gagner la piste, quand j'ai incliné l'appareil, le nez a piqué et je n'ai pu terminer mon virage. J'ai été obligé de redresser les ailes pour avoir suffisamment de portance et éviter de m'écraser. Trainer n'a pas pu terminer son virage avant de s'aligner avec la piste. Il perd rapidement de l'altitude. Ses chances de réussite sont de plus en plus minces. Pendant qu'on travaillait dans la soute, un arrimeur m'a dit « Il faut monter là-haut parce qu'on va atterrir sur le ventre ». En haut de l'échelle, j'ai changé d'idée. Je me suis dit « Il vaut mieux que je sois dans la soute quand on va toucher la piste si je veux évacuer les passagers de la soute ». J'ai essayé de redescendre, mais le mécanicien de bord m'a pris par le bras et m'a fait asseoir sur un siège. Sitôt assis, j'ai entendu le sol gronder.
Un puissant grondement qui se rapprochait. Prepare for it. Imminent crash landing. Get down on the floor! Prepare for emergency landing! Mom, get down! J'étais environ à 60 mètres du sol quand j'ai dit We're going in. L'avion arrive en trombe sur la piste, à près de 500 km/h. J'ai attrapé ma ceinture de sécurité et à l'instant précis où je l'ai bouclée, on a touché le sol sans trop d'encombre avant de reprendre aussitôt de l'altitude. Le gars sur le siège de service m'a dit « Bud, on va s'en tirer ». Mais je voyais cette énorme rivière devant moi. Alors j'ai accéléré. Mais même à plein gaz, je continuais ma plongée. toute ma vie a défilé devant mes yeux. L'avion s'est brisé à l'endroit où j'étais assis. Les débris volaient partout dans la cabine. Ça n'arrêtait pas. Ça m'a paru une éternité. Quand on a fait des tonneaux, je me rappelle avoir fait mes adieux à ma femme. J'étais sûr que j'allais mourir. Ensuite, le calme plat. Quand l'avion s'est arrêté, j'ai cherché ma mère des yeux et je ne la voyais nulle part. C'était surréaliste. Je ne savais pas ce qui venait de se passer. Tout ce que je savais, c'était qu'il fallait sortir les bébés de là. Le capitaine Trainer et l'équipage du poste de pilotage ont survécu. Quand je suis sorti des décombres, je me suis rendu compte que l'avion était littéralement en morceaux. La queue s'était détachée, le poste de pilotage aussi, le compartiment des troupes et les ailes s'étaient séparées de la soute. La soute elle-même s'était désintégrée. Derrière le poste de pilotage, les ailes de l'avion qui abritent les réservoirs à combustible sont en flammes. La cabine des passagers est pratiquement intacte. Elle est à l'écart du brasier. Marcia Wirtz et plusieurs occupants de la cabine des passagers ont survécu. On a sorti les bébés. Cette journée qui avait commencé sous le signe de l'espoir connaît une fin tragique. Quelques minutes après, l'opération de sauvetage s'amorce dans l'espoir de retrouver des survivants. Presque tous les occupants de la soute sont morts sur le coup. Quand l'avion s'est posé en catastrophe pour la seconde fois.
Les morts, les blessés et les survivants sont transportés dans des hôpitaux de Saigon et de Thaïlande. Comme je n'étais pas blessée, je me suis assise et j'ai attendu ma mère. Il s'occupait des bébés. Ensuite, quelqu'un est venu me dire que ma mère était morte. Je me souviens que j'avais une peur bleue et ma mère m'a dit « Viens t'asseoir près de moi ». La dernière volonté de Barb Adams aura été d'être auprès de sa fille. Dès que je me suis assise par terre, on a touché le sol. Ma mère a été projetée quelque part. Je ne l'ai jamais revue. « 175 personnes ont survécu à l'écrasement de l'avion des forces aériennes. Mais plus de 150 passagers ont péri. Parmi eux, plus de la moitié sont des enfants. And it was really such a blow. Ça a été un terrible coup Very tragic and qui venait s'ajouter à la triste et tragique chute du Vietnam du Sud. and who would have thought that in the middle of all that tragedy, Qui aurait cru qu'en plus, un avion de l'armée américaine rempli de bébés et de petits-enfants vietnamiens allait s'écraser? babies and small children. Une enquête est immédiatement ouverte. Le lendemain, le capitaine Bud Traynor retourne près de l'épave encore fumante de son avion en compagnie des enquêteurs. Je m'attendais à voir des soldats et un périmètre de sécurité. Mais en arrivant là-bas, j'ai constaté avec stupeur qu'il n'y avait pas la moindre surveillance. Un soldat vietnamien fouillait dans ma valise et il portait mon blouson de vol. Il avait un AR-15 et moi, je n'étais pas armé. That's my jacket. I'm Bud Traynor. Je lui ai montré que je portais un écusson avec le même nom et que c'était mon blouson. Il m'a rendu mon blouson, à contre-cœur, et il a continué à fouiller dans ma valise. Mais il n'y a pas que le blouson de Bud Traynor. Des pilleurs ramassent les débris de l'épave. Dave Scheiding est ingénieur de structure dans l'armée de l'air. En arrivant sur les lieux, l'inquiétude nous a gagnés, parce qu'il y avait énormément de civils qui ramassaient des pièces de l'avion. Ça nuisait évidemment au déroulement de notre enquête. L'ingénieur fait partie de l'équipe dépêchée à Saigon pour faire la lumière sur les circonstances de l'écrasement. Cette enquête était particulière à quelques égards. D'abord, on se faisait voler des pièces et le pays était plongé dans le chaos. Il était en train de s'effondrer. Frank Hoskind fait également partie de l'équipe d'enquêteurs. L'armée est-allemande et les Viet Cong étaient là. On y travaillait seulement le jour, mais l'atmosphère était très tendue. Très tendue. La première hypothèse à vérifier était celle du sabotage ou de la bombe. On a fait venir des chiens renifleurs d'explosifs des Philippines. Take him back there to the rear of the plane. Avec la proximité des soldats nord-vietnamiens, l'hypothèse d'une attaque directe ou d'un sabotage est des plus plausibles. Au début, ils ont cru qu'une bombe avait explosé dans la soute à bagages ou qu'un missile avait abattu l'avion. Mais les chiens ne détectent aucune trace de bombe et les enquêteurs ne trouvent aucun résidu d'explosif sur l'épave. De toute évidence, il ne s'agit pas d'une attaque. Mais quelque chose a provoqué le détachement de la porte de la soute.
Il fallait absolument retrouver la porte pour s'assurer que les autres avions C-5 n'avaient pas le même problème et pour éviter que la catastrophe ne se reproduise. Sous peu, les énormes C-5A seront essentiels pour évacuer les troupes américaines du Vietnam. Voilà pourquoi il est impératif de découvrir la cause de l'écrasement. C'était plus qu'important. À l'époque, on avait une centaine d'avions C-5. On a cloué toute la flotte au sol jusqu'à ce qu'on trouve le problème et aussi les moyens à prendre pour éviter une autre tragédie. Hey guys! En examinant les débris de l'épave, les enquêteurs se demandent également pourquoi l'équipage a eu tant de mal à piloter l'avion. Les câbles desquels Ray Snedeker a vu le fluide hydraulique couler sont ceux qui contrôlent la gouverne de profondeur de l'avion. Comme cette gouverne contrôle le tangage, le capitaine Trainer ne pouvait plus guider son avion de haut en bas. Pilot! Cargo bay! Declare an emergency. Saigon. Emergency. Return to base. Quand la gouverne de profondeur qui contrôle le tangage ne répond plus, l'avion oscille de haut en bas. Il a commencé à osciller alors qu'il piquait du nez. Il a gagné de la vitesse et il s'est cabré. Les propriétés aérodynamiques d'un avion qui pique du nez le forcent à adopter un comportement prévisible. À mesure que la portance augmente, le nez remonte naturellement vers le haut. Sans la gouverne de profondeur pour contrebalancer le mouvement, l'avion finira par avancer si lentement qu'il va décrocher et descendre en vrille. Voilà qui explique l'étrange trajectoire de l'énorme C-5A. En ajustant la poussée de ses moteurs, le capitaine Trainer a réussi à contrôler les oscillations de l'appareil. Les enquêteurs estiment que les câbles ont été arrachés quand la porte de la soute s'est détachée de la carlingue. Mais ils ne savent toujours pas pourquoi la porte s'est détachée. On s'est dit qu'il fallait absolument retrouver la porte. Mais elle repose quelque part au fond de l'océan. Des bateaux de la 7e flotte de la marine américaine parcourent la mer de Chine occidentale à la recherche de la porte de la soute. Elle demeure introuvable pendant plusieurs jours. La mer a englouti l'épreuve. Sur le site de l'écrasement du vol inaugural de l'opération Baby Lift, la frustration gagne les enquêteurs. Des pilleurs ont volé nombre de pièces de l'épave. Voilà qui les prive peut-être d'importants indices. Afin de récupérer ces pièces, l'armée de l'air est prête à les racheter. Notre stratégie consistait à distribuer des prospectus dans la ville de Saigon et ses environs. On tenait absolument à récupérer les pièces de l'épave. Et on leur proposait de l'argent en échange. Onze jours après l'écrasement, les prospectus sont livrés aux autorités locales qui les distribuent dans toute la ville. Les enquêteurs retrouvent la caméra d'une équipe de tournage qui se trouvait à bord de l'avion. Ils espèrent voir les images de ce qui s'est passé. Malheureusement, la caméra est vide. Pendant que l'enquête sur la cause de l'écrasement se poursuit, la situation s'aggrave au Vietnam. 2 semaines et demie après la tragédie aérienne, le président sud-vietnamien donne sa démission. Le 23 avril, 100 000 soldats nord-vietnamiens s'approchent de Saigon. L'étau se resserre rapidement autour de la ville. La marine américaine a enfin de la chance en mer. Le 26 avril, on trouve la rampe de la soute ainsi qu'une partie de la porte.
Cette fois, si les enquêteurs n'éclaircissent pas le mystère, ce sera peine perdue. Le temps presse et il s'agit de leur seule piste. Mais en examinant la rampe, ils font une découverte troublante. 2 étriers de la rampe étaient en parfaite condition. Ils n'étaient pas endommagés, ce qui voulait dire que 2 des loquets s'étaient déverrouillés. Le C5A est muni de 14 loquets pour fermer la porte de la soute, soit 7 de chaque côté. La porte révèle aux enquêteurs que pour une raison inconnue, 3 loquets destinés à assurer l'étanchéité de la soute se sont déverrouillés en vol ou n'étaient pas verrouillés au départ. Ce vol était une bombe à retardement. Quand ils ont fermé la rampe, tous les loquets semblaient en position fermée. Quand l'avion a décollé, le voyant était allumé et il est resté pendant la montée. Tandis que l'avion s'éloignait de Saigon, la pression à l'extérieur de l'avion a chuté. À l'intérieur, l'air a exercé une pression de plus en plus forte contre la porte de la soute. Quand l'avion a atteint une altitude de 7000 mètres avec 3 loquets déverrouillés, la pression sur la porte a franchi le seuil critique. Quand les 3 loquets ont sauté, les 4 loquets restants n'ont pas tenu le coup. Voilà ce qui a provoqué le détachement catastrophique de la porte-rampe. Mais les enquêteurs se demandent encore pourquoi les loquets ont sauté. Avant qu'ils n'aient la chance d'y répondre, la situation du Vietnam dégénère. Saigon est assiégée. Le 27 avril, les enquêteurs emportent tous les éléments de preuve possibles et quittent le pays. Il est devenu trop dangereux d'y rester. On a quitté Saigon à bord de l'un des 2 derniers C-141 à décoller de la base de Tan Son. Ils étaient en train de perdre leur pays. Après notre départ, il n'y a eu que des hélicoptères. Les enquêteurs espèrent avoir tous les indices en main pour résoudre le mystère de l'écrasement. Ils sont conscients qu'ils ne reviendront pas de sitôt au Vietnam. Le 30 avril 1975, la guerre du Vietnam prend fin. Sur le toit de l'ambassade américaine, les derniers Américains quittent le pays. De retour aux États-Unis, les enquêteurs poursuivent leur travail. Comme le C-5A est en service aux 4 coins du monde, ils tiennent à comprendre pourquoi les 3 loquets de la porte de la soute n'ont pas tenu le coup. Quand on est arrivé au Texas, on a voulu trouver la cause de cette défaillance. Les enquêteurs font une découverte alarmante concernant la porte arrière de l'avion cargo. Des pièces en bon état du C-5A ont été retirées de l'appareil et cannibalisées pour servir à un autre avion cargo. Les loquets sur la porte arrière de cet avion sont reliés entre eux par une série de barres d'accouplement. Les barres s'allongent ou se raccourcissent pour s'assurer que les loquets sont complètement fermés. Ce sont ces barres d'accouplement qui ont été remplacées dans l'avion accidenté. À l'époque, ces avions cargo étaient très demandés. L'armée de l'air manquait de pièces et la cannibalisation des pièces d'avion au sol est devenue monnaie courante. C'est permis et je n'y vois pas d'inconvénient si les règles sont respectées. Les barres d'accouplement ont été remplacées avant le départ de l'avion de l'opération Baby Lift pour Saigon. Mais pour une raison inconnue, elles n'ont pas tenu le coup. Afin de comprendre ce qui s'est passé, les enquêteurs reproduisent l'un des loquets qui devait garder la porte arrière bien fermée. On a construit une reproduction de la rampe. C'était notre seule option, parce qu'on n'avait pas récupéré toutes les pièces volées, sans oublier que certaines pièces étaient restées au fond de l'eau. Les enquêteurs ne sont pas convaincus que le design des loquets est en cause. Selon eux, avant que l'avion ne quitte la Californie, les ingénieurs qui ont remplacé les barres n'ont pas respecté rigoureusement les procédures. Quand on parle de loquets, ce sont des mesures infiniment petites. Il peut s'agir d'un seul millimètre de différence entre les positions fermées et ouvertes.
Le remplacement des pièces a eu lieu avant que l'avion ne quitte les États-Unis. Une fois que les nouveaux loquets ont été installés, il aurait fallu vérifier leur bon fonctionnement, ce qui n'a pas été fait. Sans cette précaution, personne n'a pu se rendre compte qu'ils étaient défectueux. Je dirais que la tragédie a commencé à la base aérienne de Traverse, en Californie, quand 2 barres d'accouplement ont été cannibalisées et remplacées. L'installation était inadéquate. Loadmaster, close cargo bay doors. Quand on a refermé la porte de la soute à Saigon, tout n'était pas parfait. On a eu du mal à fermer la porte. Il a fallu l'ouvrir et la refermer à 3 ou 4 reprises. Ça semblait anodin, et dans le feu de l'action, on n'y a pas porté attention. Mais 12 minutes après le décollage, pendant la montée de l'avion, les 3 loquets défectueux se sont ouverts sous l'effet de la pression croissante de l'air, et les autres loquets n'ont pas tenu le coup à eux seuls. La porte de la soute a brusquement cédé sous la pression pour se détacher du fuselage. Il ne faut jamais bâcler le travail. On ne peut pas enlever quelques pièces et les remplacer à la hâte. Ça ne marche pas. Les enquêteurs ont fait la lumière sur les circonstances de l'écrasement. Dans leur rapport final, ils émettent des recommandations pour augmenter la sécurité des C-5A. Ainsi, l'armée de l'air a conçu une goupille de verrouillage qui glisse dans chaque loquet. Si la porte n'est pas bien fermée, la goupille ne peut tout simplement pas glisser. On l'a testé en installant des goupilles d'acier. Quand le loquet est décentré et qu'on peut glisser la goupille de sûreté, on sait que le mécanisme est bien huilé. Ray Snedeker a pris sa retraite de l'armée de l'air en tant qu'adjudant-chef. Cette mission a probablement été la plus triste de ma carrière, en raison de son malheureux dénouement. Mais en même temps, c'était réconfortant de voir autant de solidarité et de courage. On a réussi à sauver plusieurs vies. Après 28 ans de service, Bud Traynor a pris sa retraite de l'armée de l'air en tant que colonel. On se demande toujours si on aurait pu faire quelque chose de plus. Je suis très chanceux de ne jamais avoir conclu que j'aurais dû faire ceci au lieu de cela. Je ne pouvais rien faire de plus. Ce pilote a fait un boulot extraordinaire. C'est incroyable qu'il y ait eu des survivants dans cet écrasement. Ceux qui ont eu la vie sauve ce jour-là sont très chanceux d'avoir eu un tel équipage. Les survivants de l'équipage, dont le capitaine Bud Traynor et le sergent Ray Snedeker, ont été décorés par l'armée de l'air pour bravoure et accomplissement extraordinaire. Bébé Ina fait partie des orphelins qui ont survécu. Ina? Aujourd'hui, elle s'appelle Kelly Jackson Brownlee. Le 4 avril 1975 a marqué un tournant dans ma vie. J'ai laissé une partie de moi-même au Vietnam. Quand l'opération Baby Lift a repris, Kelly et des centaines d'orphelins sont arrivés aux États-Unis. Elle a été adoptée par une famille près de Seattle, dans l'État de Washington. On a souligné le 25e anniversaire de la mission en avril 2000. Les adultes vietnamiens qui ont été adoptés se sont réunis. Et j'ai rencontré quelqu'un de très spécial que j'ai épousé. Chris Brownlee et sa femme Kelly ont tous deux été évacués du Vietnam le 5 avril 1975, au lendemain de l'écrasement.
Au-dessus de la Méditerranée, 2 pilotes sont aux prises avec un moteur en panne. Engine relights. Negative. Stop. Engine 1 is flamed out. À 72 km de la terre ferme, les pilotes prennent une décision déchirante. Prepare to ditch. Oh my God, be merciful. Les passagers doivent eux aussi prendre une décision lourde de conséquences. Do not inflate your vest! L'accident déchirera des familles. Une vaste opération de sauvetage en mer est lancée. De même qu'une enquête internationale, afin de découvrir pourquoi les 2 moteurs de l'un des avions les plus populaires du monde se sont éteints en plein vol. Le 6 août 2005, à Bari, en Italie. Une ancienne ville portuaire qui longe la mer Adriatique où s'entremêlent le passé et le présent. Au nord de cette ville historique, l'aéroport international de Bari accueille 10 grandes compagnies aériennes et plus de 1,5 million de passagers chaque année. Tuninter Airlines, une compagnie tunisienne, figure parmi ces transporteurs aériens. Le commandant de bord, Shafik Garbi, est l'un de leurs pilotes. Aujourd'hui, il est aux commandes du vol 1153. Ce Tunisien de 45 ans est un pilote de formation militaire à la carrière irréprochable. Ali Kebayer, 28 ans, est son copilote. How much fuel are you adding? 400 kilograms. 2,700 total? Yes. Le commandant Garbi et son copilote ont fait le trajet Tunis-Bari plus tôt en matinée, où 34 passagers italiens sont montés à bord. Ils vont bientôt s'envoler pour Djerba, une station balnéaire tunisienne. Parmi les passagers se trouve Luca Squicciarini, un policier de 31 ans, et sa petite amie Paola. On aurait préféré aller à Cap Verde plutôt qu'à Djerba, mais il y avait une vague d'attentats terroristes à l'époque. Il aurait fallu prendre un vol à partir de Rome ou de Milan. Comme ce sont des aéroports très achalandés, on a laissé tomber l'idée d'aller à Cap Verde, parce que Paola était trop craintive. C'était notre premier voyage ensemble, Paola et moi. On avait fait connaissance l'hiver précédent et on prévoyait se marier l'année suivante. To tighten your belt, pull on the loose end of the strap. To release your seat belt, lift the upper portion of the buckle. Ladies and gentlemen, your life vests are located beneath your seats. To inflate the vest, pull firmly on the red cord, only when you're leaving the aircraft. If you need to refill the vest, blow into the mouthpiece. TS LBB, flight 1153. Permission for takeoff granted. Roger that. Clear for takeoff. Final prep for departure. Il s'agit d'un avion français, un ATR-72. Ce petit turbopropulseur est parfait pour les vols de courte durée. Il ne demande pas beaucoup d'entretien et il n'est pas gourmand en carburant. L'avion décolle de Bari peu après 14h30. 49 minutes après le décollage, le vol 1153 se trouve à 640 km de Djerba, sa destination finale. On bavardait avec d'autres passagers. Tout le monde était excité de partir en vacances. Soudainement, à 120 km de la terre ferme, à 7000 mètres d'altitude au-dessus de la mer, le moteur droit de l'avion s'éteint. We've lost engine number 2. Let's get to 17,000 feet.
TUI 1153, request 170. TUI 115. Le commandant Garby amorce une descente d'urgence. Sending 170. Quand un seul moteur s'éteint, il faut voler à plus basse altitude. L'air est plus dense et l'hélice gagne en efficacité. Dans de telles circonstances, avec un seul moteur, il est préférable que le ATR-72 vole à une altitude de 5000 mètres. Power lever, flight idle. Start button. L'équipage tente de rallumer le moteur droit. Negative. Fuel supply, check. Mais 2 minutes après l'extinction du moteur droit, Stop! Stop! Engine number 1 is flamed out. les 2 moteurs de l'avion sont en panne. Les moteurs se sont tus. On a d'abord cru à une attaque terroriste, parce que c'était presque devenu courant à l'époque. On se demandait ce qui se passait. On a regardé le poste de pilotage pour voir si quelqu'un essayait de détourner l'avion. L'avion plonge vers l'océan à une vitesse de 245 mètres par minute. Mayday! 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 TUI 1153. We have lost both engines. Request immediate landing at Palermo. Les pilotes espèrent encore atteindre un aéroport, mais ils ont 110 km d'océan à franchir avant de survoler la terre ferme. Ils sont formés pour réagir en cas d'urgence de toutes sortes. Ils disposent d'une liste de vérification les aidant à régler la plupart des problèmes. Both engines flame out checklist. Fuel supply, check. Les pilotes ne savent pas pourquoi les moteurs se sont arrêtés. Leur seul indice est le voyant pression basse carburant qui clignote. Ce voyant prévient le pilote que la pression du carburant qui se rend au moteur est basse. Il peut s'agir d'un problème mécanique ou d'un problème de contamination. Les pilotes suivent les directives de l'avionneur pour rallumer les moteurs. Fuel supply, check. Power lever, flight idle. Start button. Engine relight. Negative. Get Chokri. Le commandant demande à l'équipage de cabine de prévenir le mécanicien de bord, Chokri Arbaoui. Palermo approach. This is TUI 1153. We have lost both engines. Request immediate landing. L'aéroport le plus près est celui de Palerme, sur l'île italienne de la Sicile. TUI 1153, Palermo. Affirmative, you are clear for landing. Palermo approach. What is our distance to the airport? Your distance to Palermo is now 48 nautical miles. On connaît le rythme auquel tombe du ciel un ATR-72. Il perd 6 cm d'altitude pour chaque mètre parcouru. L'avion ne pourra pas planer sur une distance de 48 000 marins. I don't think we're gonna make it. S'ils ne rallument pas les moteurs au plus vite, ils n'auront d'autre choix que d'atterrir dans l'océan. Prendre la décision de se poser sur l'eau est déchirant parce que c'est la manœuvre la plus difficile qui soit. Il y a de la houle, des vagues, du vent. Est-ce que quelqu'un va repérer l'avion? Combien de temps l'appareil pourra-t-il flotter? Faire amérir un avion de passagers est extrêmement dangereux. En 1996, un pilote d'Ethiopian Airlines a améri sur l'océan Indien. L'amérissage du 767 a été filmé par un touriste sur la plage. 50 personnes ont survécu, mais 125 autres ont péri. L'équipage des petits avions ATR ne compte habituellement pas de mécanicien à bord. Mais quand il y en a un, il voyage dans la cabine. Je me souviens de cet homme qui a regardé la jante de bord en faisant non de la tête quand le deuxième moteur s'est tu. Ce geste voulait dire qu'il n'y avait plus rien à faire. L'équipage du vol 1153 a tout essayé. Le temps manque. Il n'y a plus d'autre solution. Le mécanicien de bord, Chokri Arbaoui, tente lui aussi de rallumer les moteurs du vol 1153.
You've run the checklist? Yes. Le commandant de bord espère que le mécanicien aura une idée qui ne figure pas sur la liste. Attempt to restart the engines. Right engine first. Fuel supply, check. Engine 2 start, power button, on. Engine relight, negative. Palermo approach, TUI 1153. Any closer airport where we can land? Negative, 1153. Palermo Airport is the closest airport to your position. We're not gonna make it. Prepare to ditch. Oh my God, be merciful. The captain has decided to land the plane at sea. Vous pouvez imaginer la panique qui a envahi la cabine. Les gens criaient et pleuraient. Please stay calm and follow your crew's instructions. Il y avait une petite fille à l'avant de l'avion. Elle jouait et elle était très excitée. C'était tellement triste de voir la panique dans le regard de sa mère. TUI 1153. What is your fuel load? Cockpit fuel quantity 1800 kilograms. Selon l'indicateur de quantité carburant, il y en a suffisamment. Mais pour une raison inconnue, les deux moteurs refusent de redémarrer. À peine 10 minutes après le début des ennuis, l'avion vole à 2100 mètres au-dessus de l'océan et il poursuit sa descente. À l'extérieur règne un profond silence, mais dans la cabine, c'est la panique. Please remain in your seats with your seatbelts fastened. Mon premier réflexe a été de détacher ma ceinture pour ne pas rester prisonnier de l'appareil sous l'eau. Je ne voulais pas me retrouver coincé sur mon siège et mourir noyé. Ensuite, j'ai enfilé mon gilet de sauvetage et je l'ai gonflé. Je voulais amortir le choc de l'impact. Do not inflate your vests until you left the plane. Il est fort probable qu'en amérissant, l'avion se remplira d'eau. Voilà pourquoi on demande aux passagers de ne gonfler leur gilet de sauvetage qu'après être sortis de l'avion. Sinon, ils risquent de rester coincés dans le fuselage inondé et de se noyer. Dans l'écrasement de l'avion d'Ethiopian Airlines, plusieurs passagers n'ont pas respecté cette consigne et se sont noyés après avoir survécu à l'impact. Negative. Il n'y a pas que les moteurs qui sont en panne. Engine 2 start, power button. Plusieurs instruments fonctionnent grâce aux moteurs. Sans eux, des jauges essentielles sont éteintes. Quand les deux moteurs ne fonctionnent plus, on vole avec les instruments de secours, un indicateur d'assiette et un altimètre. Fuel supply, check. Engine 2 start. L'équipage essaie toujours de rallumer les moteurs, mais le temps manque. They're not doing anything. Confirm distance, please. Your Distance is now 20 miles. Boats. I see boats. Le conseil d'amérir près d'un bateau ne figure sur aucune liste de vérification. C'est pourtant une décision éclairée parce qu'avec un navire à proximité, l'opération de sauvetage peut commencer sans délai et les chances de survie sont meilleures. Palermo approach. It's TUI 1153. We can't make it to the airport. We see 2 boats on the left side. We're going there. If you can, please call. Le commandant de bord, Garby, effectue un virage et met le cap sur les bateaux. Can you send helicopters or something similar? Fast, fast, fast. emergency. All marine units, aircraft in distress, 20 nautical miles of Palermo. L'avion n'a pas encore touché l'eau que les secours sont en route. Même s'il s'agit d'une manœuvre exceptionnelle, il y a des consignes pour l'amérissage d'un avion sur l'eau. Avant d'amérir, l'équipage doit s'assurer que le train d'atterrissage est rentré pour que l'avion se pose le moins brutalement possible. Quand les pilotes amérissent, ils veulent que leur avion soit le plus aérodynamique possible pour qu'il glisse dans l'eau lors de l'impact. Non seulement les pilotes surveillent-ils les différents systèmes de l'avion, mais ils doivent évaluer les conditions de l'océan. Ils ne veulent pas heurter une vague de plein fouet.
Si l'avion heurte une vague ou la houle perpendiculairement, c'est l'équivalent de s'écraser sur du ciment. Il va voler en éclats. Les passagers voient ce qui les attend. Je me tenais fermement au siège devant moi. Par le hublot, je voyais que l'impact était imminent. L'avion se trouve maintenant à 210 mètres au-dessus de la mer. You're with me, Ellie, huh? Careful. Shokri, ready? Ready. Here we go. There is no other God but Allah. Muhammad is his messenger. In the name of God, merciful, merciful. L'avion heurte l'océan à une vitesse de 230 km/h. Plusieurs passagers du vol 1153 de Tunenter Airlines tentent de remonter à la surface. J'ai repris conscience dans l'eau. J'étais à 2 ou 3 mètres de la surface. Quand j'ai sorti la tête de l'eau, je ne portais plus que mon pantalon. J'ai perdu mes vêtements et mon gilet de sauvetage lors de l'impact. Je me suis agrippé à un sac gonflable. J'étais en état de choc. J'étais entouré de toutes sortes de débris. Je pensais seulement à Paola. J'étais sûr que j'allais mourir parce que je crachais du sang. J'avais l'impression que mes poumons étaient remplis de sang. Le commandant de bord, Garbi, est toujours vivant, mais il est gravement blessé. Son copilote, Ali Kebayer, a lui aussi survécu, mais le mécanicien de bord, Chokri Arbaoui, est mort. À bord des bateaux avoisinants, personne n'a été témoin de l'écrasement du vol 1153. L'avion s'est brisé en 3 morceaux. La section de la queue et une grande partie du fuselage ont coulé au fond de l'océan, mais la plus grosse partie, avec les 2 ailes, flotte à la surface de l'eau. Elle sert de radeau de sauvetage improvisé pour les survivants. Mais tous les passagers n'ont pas eu la même chance. Plusieurs sont restés prisonniers de l'épave. Au cours des heures qui suivent, le site de l'écrasement fourmille de secouristes. En mer et du haut des airs, ils cherchent des survivants. 23 personnes sont repêchées dans les eaux de la Méditerranée. Mais 16 victimes ont péri dans l'écrasement, dont Paola Di Ciaula. Mes proches m'ont appris son décès quelques jours plus tard. J'étais encore à l'hôpital. Je n'ai pas réagi. Paola était partie. C'est quand je suis rentré à la maison que la réalité m'a frappé. En me rendant au cimetière, j'ai réalisé ce qui s'était passé. C'est à ce moment que la tristesse m'a envahi. Ceux qui ont perdu la vie n'ont pas eu la chance de nager jusqu'à la surface. La gravité de leurs blessures les en a empêchés après le terrible impact de l'avion sur l'eau. La plupart des survivants étaient assis à l'arrière de l'appareil, tandis que la plupart des victimes étaient assises à l'avant. Ces 2 parties, de même que d'importants indices, se trouvent maintenant au fond de l'eau. La section qui n'a pas sombré est remorquée au port de Palerme et transportée dans un hangar. Une équipe d'experts du Bureau national de la sécurité aérienne de l'Italie, l'ANSV, se met au travail. Leur responsabilité consiste à comprendre pourquoi les moteurs du vol 1153 se sont éteints en plein vol. Il fallait recueillir le plus d'indices possible pour répondre à 2 questions essentielles. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Vincenzo Penetta, l'enquêteur en chef de l'ANSV, est à la tête de l'équipe.
Je suis arrivé à Palerme le lendemain de l'accident, le 7, très tôt le matin. Ingénieur d'essai de formation, Penetta a mené plusieurs enquêtes d'accidents aériens. Les moteurs et le tronçon central du fuselage du vol 1153 de Tunantair Airlines ont été repêchés. Le reste de l'épave repose quelque part au large des côtes de la Sicile. L'enregistreur de bord et l'enregistreur de conversation de poste de pilotage, sans oublier la partie avant de fuselage, se trouvaient à 1500 mètres au fond de l'océan. Voilà le principal défi que posait cette enquête. Pendant que la marine italienne mène des recherches en eau profonde pour trouver le reste de l'épave et les cruciales boîtes noires, les enquêteurs italiens obtiennent la collaboration de l'avionneur européen ATR. Giuseppe Caldarelli de la compagnie ATR est sur place pour découvrir si l'appareil est responsable de l'accident. Dès qu'une personne seule perd la vie dans un accident, je considère que c'est un gros accident. Des centaines d'ATR-72 volent dans le ciel aux 4 coins du monde chaque jour. Ces avions ont une structure solide et des systèmes hautement performants, en plus d'être très rentables. Penetta et Caldarelli travaillent de concert pour découvrir pourquoi les moteurs d'un avion aussi sophistiqué sont tombés en panne en plein ciel. TUI 1153, we have lost both engines. Et pour éviter que ça ne se reproduise. Captain Garvey, how are you? I'm getting better, thank you. Les enquêteurs veulent savoir ce qui s'est passé dans le poste de pilotage du vol 1153 quand les moteurs se sont éteints. Sans l'enregistreur de conversation, ils doivent se fier à la mémoire des passagers et des membres de l'équipage qui ont survécu. La cause la plus probable était le manque de carburant. Mais selon le commandant Shafik Garbi, là n'était pas le problème. What were your fuel readings? The fuel quantity indicator said 1,800 kilograms of fuel. What is your fuel load? Cockpit fuel quantity 1,800 kilograms. Fuel supply, check. Was there any warning that you were low on fuel? There was definitely no low fuel warning. Just a low feed pressure light. L'indicateur de baisse de niveau de carburant ne s'est pas allumé, mais le voyant pression basse carburant a clignoté. Voilà un indice de taille. Habituellement, ce voyant clignote pour prévenir qu'il y a un problème d'alimentation du moteur en carburant. Comme la jauge de l'avion indiquait que le carburant ne se rendait pas au moteur, Giuseppe Caldarelli de l'ATR présume qu'un composant de la ligne d'alimentation en carburant était défectueux. Quatre ans auparavant, dans un Airbus d'Air Transat, une fuite s'est produite dans la tuyauterie de carburant qui alimentait le moteur droit de l'avion. À la longue, l'appareil a perdu tout son carburant et les 2 moteurs se sont éteints. Les pilotes ont dû effectuer un atterrissage d'urgence. Cet accident ressemble étrangement à la tragédie de Tunantair. L'équipe de Giuseppe Caldarelli examine attentivement la tuyauterie de carburant à la recherche de brèches ou d'obstructions ou encore d'une défectuosité des pompes carburant qui aurait empêché le kérosène de se rendre au moteur. Tandis que l'enquêteur Caldarelli attend les techniciens qui procéderont à l'analyse de la tuyauterie et des pompes, Vincenzo Penetta avance une autre hypothèse. Il se demande si le carburant à bord de l'avion n'était pas contaminé. La contamination du combustible peut provenir de 4 ou 5 sources différentes. Le kérosène utilisé dans les avions à réaction est très fragile. S'il n'est pas entreposé ou transporté adéquatement, il peut être contaminé par l'eau, le sable, les moisissures ou même les résidus collants des tuyaux des réservoirs de ravitaillement. Chacun de ces contaminants potentiels peut empêcher la combustion adéquate du kérosène. Voilà une cause possible de l'extinction des moteurs. How much fuel are you adding? 400 kilograms. L'avion a été ravitaillé pour la dernière fois à Bari. Des échantillons du réservoir sont prélevés aux fins d'analyse. Penetta veut vérifier si l'un des contaminants potentiels aurait souillé le carburant du vol 1153, entraînant ainsi une mauvaise combustion et la panne des 2 moteurs. Des dépôts peuvent être transférés des réservoirs du camion-citerne
ce qui bouche la tuyauterie de carburant et cause des problèmes de moteur. Les techniciens retirent les filtres à carburant du camion-citerne pour déceler la présence d'une contamination. On prélève également des échantillons sur les tuyaux et les raccords à la recherche de résidus collants ou de colonies de micro-organismes et sont analysés dans un laboratoire de l'armée de l'air italienne. Le carburant est filtré pour recueillir les minuscules particules flottantes. Il est ensuite soigneusement examiné pour déceler d'éventuelles impuretés. Les filtres du camion-citerne sont également inspectés pour y chercher des résidus ou des dépôts provenant des réservoirs. Pendant ce temps, à Palerme, Caldarelli et ses techniciens ont complété leurs analyses de la tuyauterie et des pompes de carburant du vol 1153. Les résultats de ces tests poussés sont sans équivoque. La tuyauterie de carburant était en bon état et il n'y avait pas de fuite. Si le système d'alimentation fonctionnait correctement et que les deux pilotes sont formels quant à la quantité de kérosène, The fuel quantity indicator said 1,800 kilograms of fuel. Pourquoi les moteurs de l'avion se sont-ils éteints? Les résultats des analyses du réservoir de carburant de Bari sont tout aussi concluants. Les filtres à carburant, les tuyaux, les raccords et les réservoirs de l'aéroport de Bari sont exempts d'impuretés. On a donc écarté l'hypothèse de la contamination du carburant ayant provoqué la perte des deux moteurs. Les enquêteurs ignorent toujours la cause de l'écrasement du vol 1153. Mais autre chose tracasse Vincenzo Pennetta. Si l'avion était rempli de carburant, et l'on sait que le carburant se trouve dans les ailes de l'avion, pourquoi la section des ailes flottait-elle sur l'eau? L'enquêteur Vincenzo Pennetta soupçonne que le vol 1153 n'a pas eu autant de carburant que le croyaient les pilotes, mais il ne sait pas comment l'expliquer. Après 2 semaines d'enquête, les doutes de Pennetta sont sur le point de se confirmer. 2 semaines après l'écrasement, on a reçu de la documentation technique de la part de la compagnie aérienne. Selon le carnet de maintenance, le commandant Garbi a piloté le même avion la veille de la catastrophe. Après ce vol, il a signalé un problème avec l'indicateur de quantité carburant. À la suite de ce vol, il a mentionné que l'afficheur droit de l'indicateur ne fonctionnait pas et qu'il fallait le remplacer. L'indicateur de quantité carburant, ou FQI, est une jauge de carburant à laquelle les pilotes se fient pour savoir combien il reste de carburant à bord. Les voyants du FQI étaient défectueux, comme l'a noté le commandant Garbi dans son carnet de maintenance. L'indicateur de quantité carburant a été remplacé la veille de l'écrasement. Le carnet de maintenance soulève l'hypothèse que le FQI nouvellement installé n'était pas conçu pour ce type d'appareil. Le numéro de modèle ne semble pas concorder. La flotte de la compagnie Tunenter compte 2 types d'avions ATR, l'ATR-42 et son pendant plus gros, l'ATR-72. Les indicateurs de quantité de carburant des 2 appareils semblent parfaitement identiques, si ce n'est du numéro de modèle inscrit au-dessus des afficheurs. Le modèle 2500 est conçu pour l'ATR-72, mais selon le carnet de maintenance, les mécaniciens ont installé le modèle numéro 2250. Voilà un précieux indice, mais Pennetta n'est pas convaincu que le mauvais modèle d'indicateur de quantité carburant a vraiment été installé dans l'avion. Il pouvait y avoir une erreur dans le carnet de maintenance. Il fallait vérifier. Et il n'y a qu'une seule façon de savoir si le vol 1153 avait l'indicateur de quantité carburant approprié. Le retrouver au fond de l'océan. Il fallait repêcher l'épave de l'avion pour voir de nos propres yeux le numéro de modèle de l'indicateur de quantité carburant.
Ce n'est que 3 semaines après l'écrasement que les enquêteurs récupèrent l'épave au fond de l'océan. La queue et le nez de l'avion retrouvés à 1500 mètres de profondeur sont remontés à la surface grâce à un navire militaire. Peneta est sur place pour accueillir le poste de pilotage dès sa sortie de l'eau. Une seule chose l'intéresse à l'intérieur. Quand on a repêché l'épave au fond de l'océan, j'ai constaté qu'effectivement, l'indicateur de quantité carburant était le modèle destiné à l'ATR-42. On avait la preuve irréfutable. Le mauvais modèle de FQI avait été installé sur le vol 1153. Peneta est enfin sur la bonne piste. L'indicateur de quantité carburant recueille ces données grâce à des capteurs situés à l'intérieur des réservoirs et il calcule la quantité de carburant qui s'y trouve. Mais comme les réservoirs des ATR 42 et 72 ne sont pas de la même taille, les modèles d'indicateurs de quantité carburant ne sont pas interchangeables. Cockpit fuel quantity 1800 kilograms. Les enquêteurs en concluent qu'à 7000 mètres au-dessus de la Méditerranée, l'erreur de modèle d'indicateur de quantité carburant a laissé croire à l'équipage qu'il y avait suffisamment de carburant, alors que leur réservoir était vide. Il est impossible de rallumer les moteurs. Des centaines d'ATR 42 et d'ATR 72 parcourent encore le ciel. L'enjeu est de taille. Risque-t-il d'y avoir d'autres avions volant avec le mauvais modèle d'indicateur? Notre première recommandation de sécurité a été de prévenir toutes les compagnies aériennes possédant des ATR-42 et des ATR-72 au sein de leur flotte de vérifier le modèle d'indicateur de quantité carburant installé sur leurs appareils. Les enquêteurs Peneta et Caldarelli sont parvenus à faire la lumière sur la cause de l'extinction des moteurs du vol 1153 en plein ciel. Mais l'enquête n'est pas terminée pour autant. Les procédures de vol auraient dû permettre de constater l'erreur avant le décollage. Le désastre aurait pu être évité. L'avion du commandant Garby a subi une réparation en Tunisie la veille de l'écrasement. Le FQI de l'appareil indiquait alors 790 kg de carburant dans les réservoirs. Après l'installation du nouvel indicateur de quantité carburant, la quantité de kérosène affichée est passée à 3100 kg. Elle a presque quadruplé. Le lendemain matin, le commandant Garby a remarqué l'augmentation de la quantité de carburant et il a présumé qu'on avait ravitaillé l'appareil. Or, dès qu'un avion est ravitaillé, un avis est déposé dans le poste de pilotage. Where is the refueling slip? Le pilote a demandé à l'agent de régulation des vols où était l'avis de ravitaillement. Mais ce dernier n'a pas pu mettre la main sur la note. I'll get it to you when you get back from Jerba. Roger that. Or, il n'y avait pas d'avis de ravitaillement tout simplement parce que l'avion n'avait pas été ravitaillé. Contrairement à la réglementation en vigueur, le commandant de bord a décollé sans ce bout de papier d'une importance capitale. La réglementation interdit au pilote de décoller tant qu'il n'est pas certain de sa quantité de carburant. Le commandant Garby a d'abord gagné Bari, en Italie, avec le mauvais modèle d'indicateur de quantité carburant et moins de carburant qu'il ne le croit. Il a ensuite fait la pointe de son appareil avant de décoller pour sa destination finale, Djerba. How much fuel are you adding? 400 kilograms. 2,700 total? Yes. Persuadé que ses réservoirs contiennent 2700 kg de carburant, le commandant Garby s'est envolé pour Djerba. Si le bon indicateur de quantité carburant avait été installé, le commandant aurait su qu'il avait seulement 540 kg de carburant, ce qui était loin d'être suffisant pour son trajet. Mayday! 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 TUI 1153 request immediate landing in Palermo.
We've lost both engines. L'enquête de Penetta est close. Il rédige son rapport final. Mais son collègue Giuseppe Caldarelli lance un pavé dans la mare. Même sans carburant et les moteurs en panne, le vol 1153 aurait pu atteindre la terre ferme. TUI 1153. Il se demande si les pilotes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour poser l'appareil en sécurité à Palerme. TUI 1153. Les enquêteurs ont une surprise de taille après avoir demandé à des pilotes d'essai expérimentés de voler dans les mêmes circonstances. Okay, we are now in big trouble because the second engine has gone off, so... Vincenzo Penetta et Giuseppe Caldarelli ont une dernière énigme à résoudre dans l'écrasement du vol 1153 de Tuninter Airlines. Des erreurs commises par les pilotes ont-elles coûté la vie à des passagers? We're not gonna make it. Prepare to ditch. Caldarelli et son équipe se penchent sur les caractéristiques techniques de l'avion. Leur conclusion est surprenante. Le vol 1153 aurait pu planer jusqu'à Palerme. Selon les données de l'avionneur, un ATR est capable de planer sur 5 km pour chaque 300 mètres de descente. Grâce au vent arrière qui soufflait ce jour-là, le vol 1153 aurait pu planer sur 113 km jusqu'à Palerme. L'équipage avait de bonnes chances d'y arriver. Landing gear lever up. Mais où les pilotes du vol 1153 se sont-ils trompés? Pour répondre à cette question, les enquêteurs Penetta et Caldarelli recréent les conditions précises du vol 1153 dans un simulateur de vol chez ATR en France. Les pilotes d'essai tentent de faire planer un ATR-72 sur 113 km à partir de l'altitude exacte à laquelle le vol 1153 a perdu son deuxième moteur. La simulation visait à vérifier la distance franchissable de l'appareil à partir de l'extinction du deuxième moteur. Stop! Stop! Engine number 1 is flamed out. Avec les deux moteurs en panne, la priorité est de faire planer l'avion aussi loin que possible. Pour y arriver, les pilotes peuvent changer l'angle de leurs hélices en moulinet. On optimise la distance de planage parcourue en minimisant la résistance. Et pour diminuer cette résistance, il est très important de mettre les hélices en drapeau. La mise en drapeau signifie que l'on change l'angle des hélices face au vent. Cette opération réduit la résistance. Quand on veut mettre les hélices en drapeau en vol, il faut d'abord actionner la manette de poussée en position arrêt et actionner la manette de commande en position mise en drapeau. Les pilotes du vol 1153 n'ont pas mis leurs hélices en drapeau quand les moteurs se sont éteints. Les hélices en moulinet ont alors induit énormément de résistance. Si les pilotes avaient mis leurs hélices en drapeau, l'avion aurait plané sur une plus longue distance. Quand le deuxième moteur est tombé en panne, le commandant Garbi volait à 6700 mètres. À une telle altitude, pour réduire davantage la résistance, on doit ralentir la vitesse de l'avion à 255 km/h, qui est la vitesse optimale pour le planage d'un ATR-72. Curieusement, pour planer le plus loin possible, le pilote ne doit pas voler le plus rapidement possible. Plus un avion vole à grande vitesse, plus le courant aérien fait pression sur l'appareil, créant ainsi davantage de résistance. Chaque type d'avion a sa propre vitesse optimale pour planer sur la plus longue distance possible. L'équipage du vol 1153 a poursuivi sa route à une vitesse de 90 km supérieure à sa vitesse de planage optimale. Voilà qui augmentait la résistance de l'air tout en réduisant la distance de planage. Dans le simulateur, en mettant ses hélices en drapeau et en diminuant la vitesse de l'avion, le pilote d'essai réussit à gagner Palerme. You're with me, Ellie, huh? Careful. Le vol 1153 s'est abîmé en mer à 42 km au large de la côte. L'avion aurait pu se rendre beaucoup plus loin.
La simulation confirme que l'équipage avait des chances de gagner la terre ferme. En théorie, c'était possible d'atteindre la côte. Mais l'opération était tout de même très difficile à réussir. Les pilotes de simulateurs ont un avantage considérable sur ceux du vol 1153. Leurs vies ne sont pas en danger et ils savent qu'ils doivent planer. Le commandant Garby, pour sa part, ignorait qu'il manquait de carburant. Il ne savait donc pas qu'il valait mieux planer jusqu'à Palerme, et il s'est plutôt concentré sur le rallumage de ses moteurs. La mise en drapeau des hélices ne fait pas partie de cette procédure. Si le commandant Garby avait su qu'il n'avait plus de carburant, il aurait probablement tenté de maximiser sa distance de planage. Mais quand il a compris que c'était peine perdue pour les moteurs, il s'est concentré sur le meilleur endroit possible pour amérir, sans oublier qu'il volait sans instrument avec des communications radio interrompues. What is your fuel load? Cockpit fuel quantity 1,800 kilograms. Et plus important encore, le commandant Garby avait la vie de 34 passagers entre les mains. Il est beaucoup plus facile de gérer ce genre de situation dans un simulateur. Parce que si on commet une erreur et qu'on s'écrase, on appuie sur un bouton magique, le bouton « Redémarrer ». Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, avec des passagers dans la cabine derrière nous et la peur de mourir. Your distance is now 20 miles. We're not going to make it. Cette simulation fait ressortir l'importance d'une formation adéquate pour réagir en situation critique, comme l'extinction des deux moteurs. C'est très rare que ça se produise. Le rapport de Vincenzo Pennetta presse les compagnies aériennes de former les pilotes à amérir en cas de panne moteur. Mais la meilleure formation des pilotes est seulement l'une des 17 recommandations du rapport d'accident. La plus importante est probablement la révision en profondeur des indicateurs de quantité carburant des ATR. Il ne fallait plus risquer d'installer un indicateur de type 42 sur un 72 et vice-versa. Afin de s'assurer que les mécaniciens ne répètent pas la même erreur, Pennetta estime que la seule solution réside dans la conception d'un nouveau FQI qui ne pourra s'installer que sur le type d'avion auquel il est destiné. 9 hommes ont été accusés de négligence criminelle pour l'écrasement du vol 1153. Parmi eux, le mécanicien de Tuninter qui a installé le mauvais FQI et le commandant de bord, Garby. I'll get it to you when you get back from Jerba. Roger that. There is no single cause of the accident. Cette tragédie aérienne n'a pas une cause unique. Comme pour plusieurs accidents, l'écrasement est plutôt le résultat d'une série d'erreurs. C'est inouï. Le bris d'un moteur ou un hublot qui vole en éclats, ça aurait été plus facile à accepter. Mais c'est insensé que des gens aient perdu la vie à cause d'une panne d'essence. Attempt to restart the engine. L'écrasement du vol 1153 est le résultat d'une suite de graves erreurs commises à la fois au sol et dans le ciel. Mais l'enregistreur de bord révèle que la dernière manœuvre effectuée par l'équipage avant de heurter l'océan était absolument parfaite. Here we go. Selon les preuves disponibles, notamment l'enregistreur de bord et les déclarations des membres de l'équipage qui ont survécu, la partie arrière de l'avion a touché l'eau en premier, à l'angle recommandé dans les circonstances, soit 9 degrés. Le commandant Garby a relevé le nez de l'appareil à un angle de 9 degrés au tout dernier moment. Au lieu de plonger dans l'océan, son avion a glissé à la surface de l'eau. Son geste a sauvé plusieurs vies en permettant à un plus grand nombre de passagers de s'extirper de l'épave. Sans sa présence d'esprit, ce terrible accident aurait pu prendre une dimension encore plus tragique.